Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous sommes le samedi et donc rétro-info de la semaine. Et donc avec nous pour en parler, Fatah Bendali, président de Gil Jadid Europe. Merci Fatah Bendali d'être avec nous. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Bonsoir. Badis Khnissa, à côté de vous, docteur en sciences économiques et membre du comité central de Talaa Houriyat. Tout à fait. Par contre, le titre, je ne suis pas docteur en économie. D'accord. On va tirer les formation oreilles à ingénieur, effectivement. D'accord. Alors, oui, c'est moi qui ai inversé. Badis Khnissa, merci d'être avec nous. Merci à vous. Hassan Hersh, docteur en sciences économiques pour le coup. Bonsoir. Bonsoir et analyste politique. Merci d'être avec nous, Hassan. Alors, les titres d'abord. Al-Watan, Conseil des ministres, la langue amazigh, son attraque et les terres agricoles par Al-Watan. H24, Algérie. Le FMI met en garde contre l'impact des nouvelles mesures économiques par la rédaction. Chouf Chouf, le mépris consternant du Wali à l'égard de victimes du séisme de Boumerdès par la rédaction. Alors, les sujets d'aujourd'hui, trois principalement, et si on a le temps, on pourrait peut-être aller vers autre chose. Nous allons d'abord parler de la visite des experts du FMI qui sont restés une quinzaine de jours à Alger, qui ont émis des recommandations préliminaires, recommandations que certains jugent de mise en garde, qualifient de mise en garde extrêmement sévères, voire alarmantes. Nous parlerons aussi de Bouteflika qui aurait présidé un conseil des ministres et nous allons vous présenter quelques images qui en disent long. Et enfin, nous parlerons du comportement de nos responsables, si tant est qu'ils sont responsables de quoi que ce soit, à l'endroit de la population. Et nous verrons donc une vidéo du Walid Boumerdès, comment il s'adresse aux gens. FMI, qui veut se lancer? FMI. Ça rentre totalement dans les missions du FMI. Il faut savoir qu'il a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but justement de travailler à la stabilité économique, à la stabilité financière des pays. Et quand un pays est en difficulté, eh bien, il y a une ingérence financière. Et donc, ils font une enquête. Ils envoient leurs experts, ils font une enquête. Et ils voient effectivement qu'est-ce qui se passe de façon positive et qu'est-ce qui se passe de façon négative. Et donc, dans le cas algérien, et comme beaucoup d'économistes algériens eux-mêmes ont signalé, ben, il est question effectivement de dépenses incontrôlées et il est question de création monétaire incontrôlée, en tout cas qui ne se justifie pas forcément. Il considère ces mesures d'inflationnistes, contrairement à ce qu'avait affirmé Yahya. Oui, Yahya, ce n'est pas un économiste. C'est quand même le Premier ministre. Chef du gouvernement, parce qu'il n'a pas écouté les économistes algériens. Évidemment, il y a toujours un danger quand on crée de la monnaie sans qu'il y ait une production qui compense justement cette création monétaire. Il y a forcément des risques inflationnistes, d'autant plus que nous n'avons pas l'habitude de maîtriser les flux monétaires. On voit par exemple la masse d'argent qui est à l'extérieur des banques, la masse des devises qui est échangée en dehors des institutions financières officielles. Et on voit aussi comment la balance des paiements est totalement déficitaire. Quand on sait que l'Algérie dispose aujourd'hui d'à peu près 95 milliards de dollars et que le déficit de la balance des paiements est grosso modo 30 à 35 milliards de dollars par an. Donc on voit bien que les réserves vont fondre comme neige au soleil. Voilà. Mais Hassan Hersh et mes autres invités, le FMI a fait des recommandations relativement gravissimes, mais il n'a pas parlé de choses particulièrement graves. Et à mon avis, il aurait dû commencer par elle, que vous venez maintenant d'énumérer. C'est l'économie informelle, l'économie souterraine, qui n'est pas déclarée, où il n'y a pas de fiscalité,
où il n'y a pas, où l'argent est thésaurisé dans des, comme on dit en algérien, dans des shkaïr, dans des sacs poubelles. Et il n'a pas parlé, le FMI, les experts du FMI n'ont pas parlé de taux de change parallèle, du cambio du change parallèle, qui est autrement plus important que ce qui se pratique dans les banques algériennes. Je ne pense pas que ce soit le rôle du FMI de pointer ce genre de problème précis, mais de parler, et ça, ils l'ont dit, des difficultés financières. Du moins d'en parler, parce que c'est l'un des problèmes les plus importants du dysfonctionnement économique algérien. Tout à fait. À partir du moment où il parle de dysfonctionnement monétaire, oui. Après, évidemment, les raisons sont énumérées dans le rapport qu'ils remettront au conseil d'administration. Quand il sera finalisé par le conseil d'administration. Et qu'ils rendront donc compte aux politiques, c'est-à-dire au conseil d'administration du FMI qui est présidé par Christiane Lagarde, comme on sait. Alors après, je ne suis pas économiste, bien évidemment, mais le problème économique du pays, est-ce qu'il y a besoin d'un audit ou de cette inspection pendant 2 semaines du FMI ou toute autre instance pour se rendre compte? Je ne suis pas certain. Il y a qu'à ouvrir les yeux et à poser la question aux communs des citoyens. Disons que c'est un organisme qui fait autorité. Absolument. Il vaut ce qu'il vaut et il n'a pas très bonne presse, mais le FMI a autorité en matière de constat de ce genre. À ce moment-là, je dirais même si le FMI est déjà venu ou si on en arrive à un audit du FMI, c'est que la situation est allée un peu trop loin. Tout à fait. Voilà. Juste un mot par rapport à ce que vous dites. Le FMI intervient de cette manière-là, qui est un petit peu intempestive quand même, il faut le reconnaître, parce que le gouvernement algérien, comme ils disent, est dans une instabilité. Donc le but principal, c'est de stabiliser la gouvernance, de ne pas mettre en difficulté le pouvoir algérien. Mais de quoi, à la limite, de quoi je me mêle, puisque l'Algérie n'est pas endettée normalement. L'Algérie fait partie des adhérents du FMI. Il y a 189 pays adhérents au FMI et l'Algérie en fait partie, donc elle a signé la charte du FMI. Oui, donc, et dans ce cas de figure, donc effectivement, le FMI peut intervenir. Voilà, ce n'est pas de l'ingérence comme on peut l'entendre. C'est des conseils d'amis, entre guillemets. C'est des conseils d'amis, mais finalement, ils pointent du doigt une réalité que tout le monde connaît et que tout le monde peut vérifier au jour le jour. Et c'est purement et tout simplement un problème politique. C'est un problème politique de gouvernance, de gestion du pays, de gestion des affaires de la cité à l'échelle nationale qui a failli pendant des années, voire des décennies. Alors, si on en arrive là, alors que le pétrole, notre seule richesse, qui nous a permis de survivre et de mener un train qui était celui de l'Algérie pendant des années, et que malgré cette manne pétrolière qui était très importante à un moment donné, on arrive au bout de quelques années à un audit et à des recommandations fortes du FMI, il y a un problème quelque part. Ben justement, le pétrole, notre seule richesse, sans le dire de façon explicite, les experts du FMI l'ont clairement dit, que l'Algérie ne vit que de cette mono-ressource. Absolument. Et ils vont plus loin, puisqu'ils recommandent à l'Algérie non seulement de ne pas refréner ses importations, alors qu'elle n'a plus les moyens d'importer de cette façon, mais en plus, ils signalent que les réserves de change sont descendues en dessous de la barre des 100 milliards, 96 milliards exactement, et il suggère de recourir à l'endettement extérieur. Ce qui fait... oui, Badis. C'est exactement où je voulais en venir, en fait. Je rebondis un peu sur les 2 lectures qui ont été faites précédemment, qui sont très pertinentes. Moi, j'irais plus loin, parce qu'effectivement, au-delà du rôle qui joue pleinement son rôle, au fait, le FMI aujourd'hui, par ses recommandations, effectivement, sans pour autant faire de l'ingérence, parce que son deuxième rôle, au-delà d'être le vecteur de stabilisation, de gestion économique des pays, de manière qu'il n'y ait pas d'incidence sur les autres pays, effectivement, et il a tout intérêt que notre pays reste toujours un pays extrêmement importateur, parce que ça permet de générer les autres économies. Mais au-delà de ça, il a un deuxième rôle qui est, je pense, à mon sens, très important à mettre en exergue, qui est un VRP commercial des emprunts.
Et je rebondis ce que vous venez de dire. Donc cette ingérence, elle est platonique. Les recommandations sont génériques. Effectivement, à un détail près, où je rejoins ce qui a été dit, nous sommes aujourd'hui face à une mutation de l'économie algérienne. Certes, une économie léthargique, une croissance anémique, qu'on se le dise, mais cette mutation, aujourd'hui, elle intervient à un point nommé où on est passé à un stade supérieur en matière de criticité financière, où, effectivement, on était avec une économie monosectorielle qui était sous perfusion, si je peux le qualifier comme ça, d'hydrocarbures, d'énergie fossile, vers une mutation beaucoup plus préoccupante, qui est cette économie sous perfusion monétaire. Donc la fameuse planche à billets. Donc on est venu inonder la masse monétaire existante par une autre masse monétaire qui est supérieure à celle qui a été imprimée depuis 62. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui. Donc bien évidemment... sans contrepartie de richesse. Absolument, sans production, bien évidemment. Donc, et puis là, ça nous renvoie sur un autre discours, cette fuite en avant, là, les solutions simplistes, très simplées d'ailleurs, où on n'a plus d'argent, on en imprime. Mais moi, j'aimerais attirer l'attention sur autre chose. Deux choses d'ailleurs. Petit rappel, l'Algérie, pas si longtemps que ça, a prêté 5 milliards de dollars au FMI. C'est ce qu'on dit, moi je n'y crois pas trop, cette histoire. Ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, sur la forme, ça dénote une certaine chose, une certaine désinvolture en matière de gestion de ce gouvernement. Maintenant, le deuxième point qui est pour moi le plus important, c'est que nous assistons en fait et à mon sens, c'est vraiment le point central, c'est qu'il faut dépolitiser l'économie algérienne. Je pense aujourd'hui, pour qu'on arrive à des résultats probants, il faut qu'à un moment donné, on n'agisse plus comme une économie idéologique ou dogmatique, mais plutôt une économie de vision, mais de prospective. Est-ce qu'il y a une économie, pour qu'on envisage de la... Alors dans l'état actuel, bien évidemment, non. À part exploiter du pétrole, le vendre et le dépenser, il n'y a pas d'économie en Algérie. Écoutez, Il y a ni secteur industriel, ni secteur agricole, ni secteur tertiaire, il n'y a rien. Parce qu'on a des gouvernants de baudruche, M. Benchenouf. Ouais. On a effectivement des réformes fantomatiques, jamais structurelles, mais toujours platoniques. Donc vous avez des gouvernants de palabres, effectivement, qui vous disent que tout va bien, mais au fond des choses, allez le dire aux citoyens algériens qui vivent dans son quotidien la misère la plus profonde et la plus décevante possible. Oui, effectivement, je vous rejoins là-dessus, mais il faut qu'il y ait une impulsion, et cette impulsion, elle doit s'opérer aujourd'hui. Mais moi, j'ai au grand regret et à ma grande déception de voir qu'effectivement, on a cette façon de faire. Il faut que ça change d'ailleurs, où on attend que les recommandations ou les critiques viennent de l'étranger, que de les écouter de ses propres concitoyens, car des économistes de rang, on en a, et des économistes qui ont tiré la sonnette d'alarme, je pense qu'il y en a à foison. Je voulais juste vous signaler, avant de passer au sujet suivant, qu'après ces recommandations préliminaires, et après que ça ait été traité par la presse d'une façon très objective, la presse du pouvoir, la PS, le Moujahid, et la presse inféodée au pouvoir. Ils ont diffusé des titres absolument hallucinants. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent la PS et le Moujahid. FMI, gouvernement, même vision. Ils ont récupéré ces critiques pour les faire passer comme un assentiment, une approbation à la politique du gouvernement. Il ne faut pas non plus duper plus que ça le citoyen algérien, parce qu'il en est conscient et il le vit au quotidien. Oui. Ce dont disposait le pouvoir, jusqu'à maintenant, il avait les moyens d'acheter la paix sociale. Oui. Et ça, on en a plein d'exemples. Il y a avec des salaires qui ont été gonflés, parfois à juste titre, mais souvent pour calmer les esprits. Des subventions... Mais on a parlé. Hein. Voilà. Ils ont parlé de ces salaires gonflés absolument. à la faveur de l'embellie des prix du baril. Alors qu'en bon père de famille, on aurait pu gérer d'une autre manière, de façon beaucoup plus pragmatique et plus simpliste. Chaque Algérien, dans son foyer, peut comprendre que dans des moments difficiles, on peut serrer la ceinture, et dans des moments un peu plus prospères, on investit pour l'avenir. À condition que serrer la ceinture, que ce soit tout le monde qui serre la ceinture. Tout le monde qui serre la ceinture, le plus et avec petit. une vision. Oui, avec une vision, il faut que ça serve à quelque chose. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Alors, un dernier point avant de passer. Oui, tout à fait, parce que quand la presse du gouvernement
titre, effectivement, que le gouvernement algérien et FMI ont une même vision, c'est extrêmement grave. Ouais. Parce que ça veut dire que l'Algérie n'a pas un pouvoir qui tient le cap, qui a justement une vision à moyen et long terme, surtout à long terme, et qu'ils attendent une mission de 15 jours du FMI pour qu'il leur trace justement une vision. Ça, c'est particulièrement grave. Deuxième aspect, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de procrastination en Algérie. C'est une maladie algérienne, ça. C'est toujours remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et toutes les réformes structurantes qui auraient dû être menées depuis maintenant 30 ans, eh ben, ont été retardées pour mille et une raisons. Raisons politiques, raisons économiques, raisons mafiocratiques. idéologiques, etc. Et mafiocratiques, effectivement. Donc aujourd'hui, avec ou sans le FMI, l'heure est venue de faire des réformes. Et des réformes qui peuvent faire mal, effectivement. Et il n'y a plus au le choix, de plus toute façon. Oui, Il n'y a plus le sauf choix. que pour que ces réformes soient acceptées, il faut que le pouvoir qui fasse ces réformes soit légitime. Parce que pourquoi voulez-vous qu'un pouvoir illégitime Qui a mené demande- le pays à la ruine, voilà, vienne lui-même vienne sauver les meubles. demander au peuple qui ne l'a De pas serrer élu la ceinture. de serrer la ceinture pendant que eux, effectivement, sont dans la gabegie totale. Donc les réformes sont extrêmement importantes, notamment, comme l'a dit si bien Badis, à savoir que l'État est atrophié, l'État c'est un mammouth, je le dis en d'autres termes, mais c'est exactement votre idée. Et donc il va falloir dégraisser ce mammouth à tous les points de vue. C'est-à-dire que les entreprises publiques qui sont déficitaires et qui consomment 7 à 8 milliards de dollars chaque année pour renflouer les caisses de ces entreprises. Parce que les entreprises étatiques, effectivement, même quand elles font faillite, elles ne sont pas mises en faillite, elles sont renflouées. Ce qui est totalement Mais le, C'est artificiel. Hassan Herj, Oui. le privé, c'est pas mieux. Hein. Le privé qui est en train de faire sortir des dizaines de milliards de dollars, enfin, c'est plus le cas maintenant, c'est à peine s'il arrive à faire sortir des milliards de dollars en surfacturation. C'est connu. Un privé vampire qui se sustente des lignes de crédit pour évacuer le maximum de devises à l'étranger en faisant mine d'importer des biens et des services. à fait, C'est pas parce mieux que le secteur non. public. À la limite, au moins, le secteur public, il a des salariés que nous sommes en train Il y a de... une pléthore, non, c'est vrai. une catastrophe. C'est vrai. Il y a quand même des privés, des capitaines d'industrie qui ne sont pas forcément dans cette optique justement Moi, mafieuse. je n'en vois pas beaucoup. Bah, mais je préfère qu'on laisse le sujet à une autre fois. Tout Nous à allons fait. passer au sujet Alors, suivant, si vous juste- permettez. Juste un Mais petit très commentaire rapidement. Très rapide. Ouais. Vous avez si bien dit que la presse autorisée et officielle Oui. va dans le même sens que dit que le gouvernement Ouais. et le FMI vont dans le même sens. Je n'exclus pas que demain ou après-demain, le gouvernement et à sa tête Ouyahia disent vous voyez ce que j'ai préconisé a été Le FMI m'a donné consolidé son approbation. par le FMI et si vous ne faites pas ce que je vous dis, on va droit au mur. Et donc, c'est quelque part, il va utiliser cet aspect-là comme une légitimation de sa politique qui est désastreuse. Ah, Sauf bon. qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là s'il n'y a pas une refonte totale absolument. des institutions, de C'est le béaba. l'économie, On est de la d'accord. fiscalité, de l'école. Et pour qu'il y ait cette Autonomie des refonte, universités, autonomie des entreprises, autonomie des régions. encore autonomie- faudrait-il aller vers une vraie transition pour un vrai État, pour la première République algérienne. Nous allons voir quelques images de M. Bouteflika dont on nous dit qu'il a présidé le conseil d'administration. En fait, nous avons relevé quelques petites astuces. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Pour prendre des images de Bouteflika, généralement, on nous montre 30 à 40 secondes d'images de M. Bouteflika en train de recevoir les gens, de présider les conseils des ministres, etc. Généralement, pour prendre ces images, ces 30 secondes, généralement, il passe des heures à faire des tournages pour sélectionner, en fin de compte, des images qui ne sont pas très reluisantes, parce que son état de santé est catastrophique.
Et comme c'est des bricoleurs, comme tout le reste, c'est des gens qui sont dans l'improvisation et le bricolage, ils ne s'entourent pas de suffisamment d'accessoiristes, de costumiers, ce qui fait que quand ils font des tournages comme ça, montés, mixés, ils font des petites erreurs où on découvre que ce n'est pas vrai, c'est un montage. Et le petit journal de Canal+ avait déjà relevé une histoire pareille. Et nous aussi, hier, nous avons relevé quelques petites erreurs que nous allons vous montrer. Regardez bien. Là, Bouteflika, vous allez voir, regardez, il y a un verre d'eau à sa droite. Là, il n'y a plus le verre d'eau. Disparu comme par enchantement. Alors, dans une autre scène, vous allez voir, regardez à sa gauche, il y a une plante. Il y a une plante en pot. Vous avez bien vu. Eh bien, vous allez voir, voilà, elle a disparu. Abracadabra. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Normalement, avant de présider le Conseil des ministres, la presse est invitée à rentrer à la salle pour filmer les préliminaires. Montrer le président en train de préparer ses dossiers, de feuilleter, de faire ça, les ministres en train d'attendre. Ça prend 5 minutes, puis ils sortent et puis les travaux commencent. Or là, on voit bien que ces images ont été mixées, tournées pendant des heures pour préparer. Peut-être même qu'ils ont pris d'anciennes images, parce qu'on voit bien que le pot de fleurs n'est plus là. Le pot de fleurs, c'est pas 20 grammes. C'est le poteau rose. Le poteau rose. Le poteau rose, il pèse au moins 20 kilos pour le déplacer. Et puis le verre d'eau qui disparaît. Donc on voit que le monsieur n'a pas été filmé avant de présider le conseil d'administration. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide? Ou à moitié disparu. En tous les cas, voilà, vous venez de voir, preuve à l'appui, que les images du président sont trafiquées, qu'il n'assiste pas au Conseil des ministres, qu'il ne reçoit pas, que ceux qu'il reçoit... Et vous avez vu tous ces ministres qui sont complices d'une prise d'otage? Parce que le président Bouteflika, et je n'en démords pas, est l'otage de ceux qui gouvernent en son nom, qui le font souffrir. On nous dit qu'il est filmé pendant des heures, au point où il se met à pleurer de douleur. Pleurer, comme un bébé, de douleur. Et ces ministres qui sont autour de la table sont complices d'une prise d'otage, de la même manière que les personnalités qui disent l'avoir rencontré et parlé avec lui sont aussi complices d'une prise d'otage de toute une institution. Et je vous laisse commenter. Moi, je pense que même ces ministres-là, eux-mêmes, sont pris en otage. À partir du moment où ils sont obligés de mentir, à partir du moment où ils sont obligés de faire du théâtre, à partir du moment où ils font figuration, à partir du moment où on leur dit... Les privilèges, Hassan, les privilèges. Ben oui. Vous savez, ils ont accès à ce qu'il y a de meilleur au monde. Leurs familles vivent comme... ils ont des gouvernantes, ils ont des cuisiniers, ils ont des chauffeurs. Ils voient surtout leurs enfants étudier. Leurs enfants étudient à l'étranger. Ils reçoivent des centaines de milliers d'euros de cadeaux par mois. Leurs épouses reçoivent des bijoux, pas de l'or, des émeraudes, du rubis, des diamants. C'est des gens qui sont addicts au niveau de vie qui leur a été offert et qui sont capables de vendre mère et père et la couvée entière pour garder ces privilèges. Si vous permettez. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, au vu de ces images, au vu de justement ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique algérienne, je dirais que ce n'est pas un euphémisme de dire qu'aujourd'hui, nous assistons à un naufrage politique, M. Benchenouf. Un naufrage sans précédent, un enlisement. Mais qui s'explique, je pense, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la chose peut-être la plus importante qu'on a apprise avec ce régime, c'est le devoir et l'obligation de ne plus être étonné. C'est un fait. On le vit depuis des décennies, certains... C'est vrai que les Algériens, on dirait qu'ils sont accoutumés, rien ne les étonne plus. On est aguerris, M. Benchenouf. Voilà, on vient de montrer des images nettes, claires, que ce Conseil des ministres n'a pas eu lieu comme on nous l'a dit, qu'il a été traficoté. On vient de le montrer. Ce sont leurs propres images. Pourtant, ça ne fait bouger personne. Voilà. Personne. Mais ce n'est pas la première fois. Oui. On est tellement habitué à ce cirque, malheureusement.
parce que le cirque, il est amusant, mais là, ça dépasse. C'est tragique. C'est catastrophique. On est dans un jeu de rôle des uns et des autres, y compris les acteurs que vous avez cités, le gouvernement, les ministres, etc. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune légitimité à y être. Et s'ils sont là, c'est tout simplement du fait du prince. Et que s'ils ont l'audace de critiquer ou de remettre en cause cet état de fait, ils sont remerciés dans la seconde. Donc, ils sont redevables à ce système et ils n'ont aucune envie et aucune volonté de... Pourquoi ces images savez, et cette insistance? Est-ce que c'est un 5e mandat qu'on est en train de nous concocter? Ces ministres-là, Oui. de témoignages et de sources bien informées, que chacun connaît, le même ministre, quand il est ministre, il a un discours. Dès qu'il n'a pas les caméras et les micros devant lui, il a un autre discours personnel et réel. Pourtant, Fatih Bendaï, je vous arrête là parce que je ne suis pas d'accord avec vous pour une fois. Pourtant, personnellement, j'ai approché des ministres après leur remerciement. Personne ne m'a confié ce qui se passait dans ces affaires de Bouteflika, comme si c'était une question de vie ou de mort. Je leur ai promis, je leur ai donné parole d'honneur que je le garderai pour moi. Oui. Ils ont peur de parler. Personne ne vous dit comment est traité Bouteflika. Ils sont redevables. Et puis, on les tient par la barbichette aussi. Voilà. Alors après, on a parlé de l'acrité du président Oui. depuis quelques Absolument. années. Ça n'a pas changé. Absolument. Un président qui ne s'adresse pas à son peuple Oui. depuis plusieurs années, c'est beaucoup plus grave qu'un montage de télé pour un conseil de ministres qu'il n'aurait jamais Et pourtant, présidé. il y a des chefs d'État qui nous ont dit qu'ils lui ont parlé. Macron, par exemple, nous a dit qu'il a parlé avec lui au téléphone. François Hollande nous a dit qu'il a parlé avec lui pendant 2h30. Ce qu'on souhaiterait, c'est que le peuple algérien puisse entendre et écouter son président en direct et pas par personne interposée. Et pourquoi il ne parle pas, puisqu'il parle à Macron et à Hollande? C'est qu'ils n'ont Ben pas- dis. Écoutez, juste, j'aimerais finir. Oui, un peu mon allez-y, point de vue. mais on discute à bâton rompu. oui, bien hein, évidemment. On Bien peut sûr. se voler la parole de temps en Absolument. temps. Non, juste pour revenir sur justement ce Conseil des ministres, plus particulièrement ces ministres dont vous avez évoqué le rôle qu'ils jouent. Enfin, moi, je dirais que, il fut un temps, d'ailleurs, sur votre plateau, je disais que c'était des ministres gestionnaires. Aujourd'hui, c'est des ministres supplétifs, tout bonnement. Tout bonnement. Pour X raisons, bien évidemment, que tout le monde connaît. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, moi, ce que j'ai qualifié, pour résumer un peu la situation de ce naufrage politique, j'ai déterminé certaines pathologies, les pathologies dont souffre la politique algérienne, que j'ai résumées en 4. Maintenant, évidemment, ces 4 sont toutes des thématiques et je pense des émissions qui ne suffiraient pas pour les détailler, mais que je vais tout de suite énumérer rapidement. La première, je pense, qui est la mère de tous ces maux, la mère de ces pathologies, c'est celle de l'addiction au pouvoir. Je m'explique. Dans un régime absolutiste, dans un régime démagogue, bien évidemment, le dialogue devient une chimère. Et puis surtout, l'alternance, une lutte éternelle. Ça, c'est le premier point. La deuxième pathologie, c'est effectivement ce conservatisme politique. Innover, c'est trahir. Nous le voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous répétons machinalement les mêmes disons, actions, les mêmes effets, pour, bien évidemment, les mêmes résultats. Donc, les mêmes échecs. Après, vous avez la troisième pathologie, qui est, à mon sens aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez évoqué, et même bien d'autres points, c'est le théâtralisme, que j'ai qualifié le théâtralisme et la mythomanie politique. Je pense que nul besoin de détailler ce point. Et le quatrième point, et non des moindres, la pathologie aussi importante que les autres, c'est bien évidemment la politique de la grâce et de la disgrâce. C'est-à-dire on est dans un système d'obédience, d'allégeance, effectivement, où le business, excusez-moi l'expression un peu triviale, la chita elle s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui. En gros, il y a des codes dans ce régime, il y a des codes que tout et chacun observe scrupuleusement. Et en échange, ils sont bien récompensés, ils ne manquent de rien, à Bien condition encaissés, qu'ils ouais. ferment la bouche sur tout et qu'ils approuvent n'importe quoi. Nous allons écouter Ould Abbas nous parler de ces histoires-là, et puis je reviendrai à Hassan Herj. هذه شهرين شاب لي الحالة وصلت لي خطورة في التربية الوطنية بالإضراب أعطى تعليمات توجيهات كي شافها تبلعت
قرار خلاص. وحنا كأفلان حزب بوتفليقة توسطنا في سياق التعليمات والقرارات نتاع الرئيس، والحمد لله بفضل الرئيس اللي الاساتذه رجعوا للمدارس والتلاميذ رجعوا كذلك للمدارس. هذا هو عبد العزيز بوتفليقة، راجل معجزات، ما يتكلمش بزاف، ما يتحركش بزاف، يلاحظ عن كتب، يطلع ويعطي التعليمات، لما التعليمات ما تطبقش يتدخل. Alors, il vient de nous dire, Bouteflika, c'est l'homme des miracles. Il nous parle de la grève à laquelle il m'a fait fin. On va juste écouter juste après pour montrer que ce n'est pas l'homme des miracles, les médecins résidents. Président de Mustapha, votez pour l'année blanche. Êtes-vous d'accord? Réponse à M. Ould Abbas en direct. Les médecins résidents de Mustafa viennent de voter l'année blanche pour lui dire, M. Ould Abbas, vous trompez, votre Bouteflika, ce n'est pas l'homme des miracles. Nous allons encore voir Ould Abbas. هذه شهرين شاب لي الحالة وصلت لي خطورة في التربية الوطنية بالإضراب. أعطى تعليمات توجيهات، كي شافها تبلعت قرار خلاص. وحنا كأفلان حزب بوتفليقة توسطنا في سياق التعليمات والقرارات نتاع الرئيس، والحمد لله بفضل الرئيس اللي الاساتذه رجعوا. Alors, est-ce qu'ils sont en train de nous concocter sérieusement cette fois-ci un 5e mandat? Si vous permettez, M. Oui, Benchenouf, j'ai un conseil à donner à M. Ould Abbas. C'est vrai que vous, rappelez-moi que vous étudiez les gestes et les attitudes Oui, des mais gens. surtout par rapport à Bouteflika, homme des miracles, Oui. c'est qu'il faut qu'il téléphone tout de suite au pape, Oui. parce que quand quelqu'un est capable Il de est miracle, il faut canonisé. qu'il soit béatifié. Béatifié, Oui, oui. voilà. Donc c'est vraiment Oui. l'occasion Oui, oui. pour qu'il appelle tout de suite. On va commencer par l'emmener à Lourdes, faire soigner d'ailleurs. Ouais. Alors, sinon, le 5e mandat? Moi, de toute façon, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne-là, je pense que le 5e mandat est une évidence, comme ça l'a été le 4e. Nous sommes à peu près dans les mêmes conditions, aussi bien au niveau politique, c'est-à-dire l'immobilisme dont parlait Badis tout à l'heure, la peur du changement, la rente qui est distribuée, même si elle n'est pas du même niveau, mais il y a toujours cette continuité de distribution de la rente. Et puis, effectivement, la tranquillité du régime qui peut perdurer. Mais surtout, nous savons que M. Bouteflika, nous l'avons connu dans les années 60, 70, c'est un mégalomane, c'est quelqu'un qui ne voudrait pas partir par la petite porte. Et donc, moi, je suis convaincu que lorsqu'on étudie son profil psychologique, c'est quelqu'un qui... Mais il ne décide plus, Hassan. C'est plus Oui, non, lui. mais lui... C'est plus lui. Lui, c'est un otage. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il a eu, et ces gens-là le connaissent très bien, ces gens-là parlent en son nom. Il y a son entourage familial, il y a ses fidèles, etc. Mais l'équation a changé. Lui, Ce n'est plus Bouteflika qui veut rester. Ce sont les gens qui gouvernent en son nom parce qu'ils ne trouvent pas d'autres alternatives. Pour parler franchement, la famille Bouteflika et ses clients, ceux qui mangent avec elle, ceux qui mangent des milliards de dollars, savent très bien que si Bouteflika ne passe pas au 5e mandat, les gens qui sont en train de désigner le président, ils vont leur dire « Oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, dégagez. Nous, on peut nommer qui on veut. Pourquoi vous voulez... Si vous n'êtes plus capable de nous arroser, de nous offrir cette rente, vous dégagez. » Et d'abord, ils n'ont plus les moyens de pouvoir arroser comme ils le faisaient. Et en plus, Bouteflika n'est plus lui. C'est plus lui. oui, mais C'est une façade. quelle que soit la personne qui est à la présidence, il y aura le même procédé, c'est-à-dire la chita dont parlait Badis tout à l'heure, il y aura la même flagornerie qu'on vient d'entendre dans les propos de M. Ould Abbas. En fait, ce système-là est conçu
autour d'un personnage, et ce personnage-là, quel qu'il soit, de toute façon, ce système fonctionne autour de lui. En pilotage automatique. Mais, voilà. Mais il faut rajouter quand même la personnalité des individus. Zeroual n'est pas Bouteflika, Bouteflika n'est pas Zeroual, etc. Et donc, Bouteflika est un personnage mégalomane, et on l'a connu dans les années où il était ministre des Affaires étrangères. Et en tant que tel, il souhaite, et je pense que son entourage le sait très bien, mourir en tant que président pour rester, pour lui, dans son raisonnement, pour rester dans la postérité. Et peut-être même être enterré à la Grande Mosquée, non? Le minaret le plus... Peut-être passer effectivement le cercueil à la Grande Mosquée avant de l'emmener à la Alia. Je lui souhaite évidemment longue vie. Oui, je lui sûr. souhaite évidemment bonne santé. Mais le fait est là, c'est que s'il venait à quitter la présidence et qu'il y ait un autre président et qu'il meurt Comme en dehors dehors de ce poste-là, il n'aura pas les mêmes funérailles et donc il n'y aura pas tout simplement une mobilisation comme il l'aurait souhaité, et il n'y aurait pas non plus l'arrivée des chefs d'État de partout pour légitimer à la fois le futur défunt, et encore une fois je ne lui souhaite pas, et légitimer, Nous sommes tous des futurs défunts. et légitimer le pouvoir. Parce que faire venir des chefs d'État d'Europe, d'Afrique, d'Asie, etc., pour assister à des funérailles nationales, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vu. Et il se avec pourrait que ce Chadli, soit avec lui Ben qui Bella. nous enterre tous. Fatih Ben Dali. Ceci dit, c'est tout à fait possible. Fatih Ben Dali, vous pensez que c'est une Aziz année. Bouteflika qui veut rester, comme est en train de soutenir Hassan Haj, que ce n'est pas ceux qui le tiennent en otage, qui se cachent derrière sa façade? Les deux, vous pensez que Bouteflika a encore quelque chose à dire? Non, mais même s'il ne le dit pas tout de suite, c'est des choses que son entourage connaît. Fatih Ben Dali? Le citoyen que je suis, j'aurais aimé que le président me le dise directement, s'il veut inscrire. Mais il ne le un dit mandat. pas, donc Voilà, il ne peut pas le dit dire. pas. Sinon, Donc, il ne s'en serait pas privé, S'il croyez-moi. ne le dit pas, c'est une source de spéculation, de tergiversation, de chacun y va de son commentaire. Mais moi, ce que je voudrais juste souligner pour attirer l'attention de nos concitoyens, il va y avoir sûrement, à partir des jours qui viennent, les populistes et les pro-cinquième mandat qui vont dire « Mais attendez, vous vous étonnez d'un cinquième mandat, mais regardez autour de vous. Angela Merkel a été réélue et elle va embrayer sur un cinquième mandat. Poutine, vraisemblablement, à partir de ce week-end, il va être aussi de nouveau sur le devant de la politique russe. Mugabe qui veut revenir. Je parle de ceux qui sont à la tête, des États. Oui, mais eux, ils parlent, ils dirigent, ils sont à la tête de ces États. Ils sont extrêmement utiles. Quand vous comparez Merkel à Bouteflika, moi je suis scotché. Absolument. Mais Bouteflika, le pauvre, il paraît qu'il ne sait même pas la table de multiplication de 1, pas de 2. Alors, la comparaison s'arrêtera au cinquième mandat ou pas. Oui. C'est pour ça que, pour les deux exemples que j'ai cités, la Russie ou l'Allemagne, ce sont deux pays souverains qui ont un État qui fonctionne et qui ont tout un dispositif de gouvernement, même dans ces deux cas de parlement, figure, c'est etc. totalement différent. Poutine s'impose par la force, alors que Angela Merkel, excusez-moi, elle va gouverner avec ses opposants. C'est une négociation. Quel opposant, les extrêmes. Absolument. Oui. C'est une négociation. Elle a accepté effectivement d'être critiquée. Elle a accepté que son programme soit remis en cause. Elle a fait des concessions et elle va gouverner. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut comparer Merkel avec Bouteflika. Je ne vois pas le rapport. Bouteflika est un impotent, un grand invalide qui ne parle pas à son peuple depuis 5 ans, dont tout le monde sait qu'il ne sert que de façade à une majorité qui dirige en son nom, alors que Merkel est la première chancelière, la première ministre de son pays. C'est elle qui dirige le pays avec un brio absolument incroyable, qui a hissé l'Allemagne au sommet des nations. Pourquoi est-ce qu'on comparerait
Merkel, comme a fait Bould Abbas, il a comparé Roosevelt parce qu'il est en fauteuil roulant à Bouteflika. Mais ce que j'avais dit, les défenseurs et les porteurs de ce 5e mandat vont dire ben regardez, ne vous étonnez pas. Oui, mais le fait qu'ils le disent, c'est complètement à côté de la plaque. On est d'accord. On est d'accord. Le deuxième élément, c'est que le contexte à la fois économique et l'environnement géopolitique global et même régional n'est pas le même que celui d'il y a 4 ans pour le 4e mandat. Ouais. On n'est pas dans le même équilibre, on n'est pas dans la même position de force. Et surtout qu'il n'y a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens. Les mêmes moyens. Absolument. Et ça, c'est un facteur. C'est les mêmes équipes au pouvoir, c'est l'armée, c'est les mêmes institutions. Oui, mais non plus les moyens de leur méthode. L'équilibre qui était possible il y a 4 ans pour le 4e mandat n'est plus le même que celui qu'on aura en 2019 pour un 5e mandat. Ils ne peuvent plus anesthésier. Il n'y aura pas de 5e mandat. Hassan, et troisième, ils ne peuvent plus anesthésier les populations comme ils disent eux. Oui, mais ils vont les le faire populations. d'une autre façon. Bon, il y a la propagande, il y a l'importation qui est en train d'être réduite par milliers. Il y avait la carotte, maintenant il y aura le bâton. Ouais, donc c'est plus la même chose. Et si vous permettez, mon troisième point, et ça va dans le sens de votre discussion là, c'est que le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Et là, le dira-t-il. On peut avoir des surprises. Mais le dira-t-il de façon politique qui ne soit pas violente? On peut l'espérer. Badis? Le peuple, pour moi, a été depuis longtemps, je pense, laissé pour compte. Hein. Ça, c'est un fait aujourd'hui. Hein. Et preuve en est, les conseils des ministres, combien même quand ils s'organisent, ils sont complètement en déphasage par rapport à la réalité du terrain. Preuve en est, on est parti sur des réformes qui sont complètement en décorrélation avec la réalité, la dure réalité, que ce soit des représentants des syndicats et des résidents que vous avez évoqués tout à l'heure, d'ailleurs auxquels ce régime finalement s'est adapté, ce que j'ai qualifié de la règle des 3 R, c'est-à-dire revendication, répression et réduire au silence. C'est exactement ce que subit aujourd'hui nos concitoyens. Donc bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Maintenant, effectivement, moi j'aimerais revenir juste sur juste sur votre question justement et sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, certains brandissent le totem du 5e mandat aujourd'hui, c'est un fait, preuve en est. Mais je dirais qu'il fut un temps, c'était pour pérenniser les intérêts. Aujourd'hui, c'est plus pour un instinct de survie. Les temps ont changé, effectivement. La caisse est vide. Donc les tensions sociales se multiplient. Le Sud, là, quand vous avez parlé de... Juste, je rebondis parce que c'est tout frais. Cette année blanche, qui va en pâtir, M. Benchenouf? Tout le monde. On va créer un désert déjà médical dans le Sud. Oui, oui. Qui va en pâtir? C'est terrible, c'est nos concitoyens, absolument. S'ils sont suivis par le reste des résidents algériens, des médecins résidents, ça va être tragique. Absolument. Juste tragique. Absolument. Et pour les patients, et pour eux-mêmes, pour leurs études, pour le pays. Tout le monde. C'est la même chose pour l'ENS, ils sont à l'année blanche aussi. L'ENS aussi sont en crise en ce moment. Mais vous savez, je vais vous dire juste une petite c'est assez anecdotique d'ailleurs que je trouve, et je voulais le souligner quand même aujourd'hui autour de cette table. Quand vous voyez ce nouveau concept qui consiste à instaurer une médiation religieuse, notamment par rapport à la ministre de l'Éducation nationale, Mme Benrabalit, pour passer c'est un aveu. L'imam Ali Aya. C'est un aveu. Que les Algériens appellent Ali Ayan. Absolument. C'est un aveu sans équivoque de cette impasse politique, M. Benchenouf. Donc, effectivement, par effet de ruissellement, quand ça va mal là-haut, tout va mal en bas. Donc, là, ça démontre aussi cette politique de fuite en avant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez qu'un Premier ministre est enfermé dans un mutisme, mais sans précédent. Un mutisme, mais vraiment inquiétant. Oui. Mais moi, ce que il paraît qu'il va être bouté hors du système, qui serait sur le point d'être remplacé au pied levé. C'est vrai, ces rumeurs? Enfin, c'est vrai. Monsieur Benchenouf, depuis le temps que vous me connaissez, moi, le jeu des pronostics, je l'ai arrêté depuis longtemps. Ah, d'accord. Ceci étant... On dit qu'il va être remplacé par Louh, d'autres par Bedoui. Cela dit, ça ne changera rien. Hein, évidemment. Le système politique elle-même. Non, mais ce qui est plus inquiétant, et je m'arrêterai là, ce qui est plus inquiétant, ce qui est plus flagrant aussi, c'est que ces mêmes gens qui brandissent le totem du 5e mandat, que je trouve d'une indécence et d'une insolence envers tout un peuple, car le timing n'y s'y prête pas. Aujourd'hui, on a des problématiques beaucoup plus graves sur lesquelles on doit s'asseoir autour d'une table. Parce que finalement, dans toutes les histoires des humanités, tout a abouti autour d'une table à travers un dialogue. Mais ils le font, et preuve en est avec Bould Abbas, ils le font avec un discours assez assertif, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas de doute. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il parle, il parle. C'est-à-dire qu'on a du prêt-à-penser pour vous.
Dali, avant de passer au dernier Oui, sujet. oui, en fait, quand j'avais dit que le contexte n'est plus le même et que le front social est suffisamment grave, on a parlé tout à l'heure des grèves des internes et de la menace, etc., qui était derrière. 4 mois de grève maintenant, hein, ce n'est pas anecdotique. Quand vous voyez que sur le système de santé, un pays qui se dit se prévaloir d'un dispositif mieux que l'étranger, etc. Mieux que la Suède. Mieux que la Suède et mieux que la France et mieux que... Et Zour dit nous sommes mieux que la France. Voilà. Et quand on sait derrière qu'il y a eu 6 morts dans les derniers jours et plusieurs milliers de personnes et cas de d'enfants rougeole. pour la rougeole, qui est une maladie qui est relativement facilement à maîtriser. Si on avait Il y a eu un des système- épidémies de rougeole, y compris en France, mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort et c'est d'autres conditions. Il y a même une députée qui a accusé les Kabyles d'avoir injecté un virus de Les virus de la rougeole. berbéro-sionistes Voilà. pour vider le Sahara et l'occuper. Voilà. Oui, Donc, Elle a accusé en même temps Israël d'avoir envoyé la rougeole. Malheureusement, c'est de la santé. Et puis quand il y a une famille qui est impactée par la rougeole, c'est pas anecdotique pour elle. Oui. Mais je cite cet exemple-là parce qu'il est grave. Tout à fait. Quand un pays se dit avoir un système de santé Vous avez dit efficace. combien de morts? 6 morts. Beaucoup plus. Il y a eu 6 12 plus. morts rien qu'à l'Oued, dans la région de l'Oued. Voilà, donc Beaucoup plus que 6 vous morts. donnez plus Ouais. d'informations. Deuxième exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui est suffisamment grave pour montrer la déliquescence de notre système, la polémique autour de la date du bac. Oui. Donnez-moi un pays qui se respecte où la date n'est pas connue 1 an ou 2 ans en avance. Ben Ghabrid dit ça se passera après le Voilà. carême. Alors, donc, est-ce après que- Ramadan. est-ce C'est que- comme les je- gens qui se donnent rendez-vous je- بعد Salat al-Asr. Voilà. À peu près. Si ce n'était pas dramatique, j'aurais pu dire, bah, tiens, peut-être qu'il y aura Ra'it al-Hilal pour voir s'il y a un bac ou pas de bac. Selon l'apparition Donc voilà, du croissant c'est quand même grave. lunaire. Mettez-vous dans la peau de nos jeunes lycéens qui préparent le bac et l'effet psychologique, ce n'est pas anecdotique de décaler d'1 mois et demi. Oui. Avant Ramadan ou après Ramadan. Encore faut-il être sérieux et dire quand. Voilà, ce n'est pas digne d'un état de droit. Et nous allons passer au dernier sujet. Il reste 5 minutes, malheureusement. Nous allons d'abord voir ces images du Wali de Boumerdes avec la population, comme ils disent, les populations. درنا صحيح هي كانت برايدي قلنا الشالي ما عنديش وين نروح أخي سيد الولي ماذا تنتظرون من هذا اللقاء التوصيات والله ما احنا Part avec la معليش France, hein. نحبوا نقارنوا احنا الشيء الجميل اننا نشوفوا احنا مكاننا من الاعراب، ولكن الحمد لله بفضل المخطط والاستراتيجي والحكمه والبصيره تاع فخامه الرئيس انا بعاد عليهم. شكرا سيد الولي شكرا إذا زميلتي Alors, le Wali de Boumerdes, donc, vous avez vu la manière avec laquelle il lorgne les indigènes. Donc, ce sont des gens qui vivent dans des chalets qui doivent être recasés. Il y a des problèmes parce qu'entre-temps, depuis je ne sais pas combien d'années, les enfants ont grandi, ils sont mariés, donc ça a posé beaucoup de problèmes. Et lui, là, depuis le séisme de Boumerdes, vous imaginez, hein, ça fait plus de 2 décennies. Alors, la façon avec laquelle il les traite, il les lorgne, même les colons ne faisaient pas ça. Ensuite, M. Zour, qui compare l'Algérie avec la France, parce qu'il y a eu des préfets de France, ils se sont rencontrés avec les préfets de l'Algérie. Il lui a dit, oh, grâce à Fahamatourou, à la vision du président, nous sommes loin devant. Il le dit en rigolant. Ça veut dire qu'il se moque de nous. Et peut-être même qu'il se moque du président lui-même. Voilà, donc il nous reste à peu près 2 minutes pour en parler. Si vous pouvez nous dire 2 mots chacun.
Ben, c'est que tous ces messieurs-là n'ont pas de compte à rendre au peuple. C'est que d'abord, ils sont désignés par des conciliabules entre les différents clans. Oui. Et deuxièmement, ça fait partie justement de la nécessité de réformer les institutions algériennes, à savoir qu'il faut faire carrément disparaître les daïras. Il faut que les pouvoirs du Wali soient transférés vers le président de l'APW et que le Wali se contente de contrôler et de réguler la police. Et pourquoi ne pas faire comme les États-Unis? Pourquoi ne pas élire le gouverneur? Absolument, il est élu. Ouais. Il est élu, sauf c'est le Le président Wali, de la le Wali. Non, non, le Wali. Non, mais sauf que, c'est ce que je dis. Et pourquoi ne pas faire du Wali, du gouverneur élu le premier responsable? Bah, c'est ce que je suis en train de Que dire. le président de l'API devienne le premier, le patron du Wali. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut que les prérogatives du chef de daïra aillent vers le maire, président de l'APC, et les prérogatives du Wali aillent vers le président de l'APE parce que c'est un élu. Et que le préfet, le Wali, ne s'occupe que de la police et du contrôle. 30 secondes chacun, il ne reste plus de temps. En deux mots, s'il faut résumer, c'est une crise de légitimité et c'est une crise du système. Le Wali, par son comportement qui dénigre et avec un mépris flagrant la population, c'est tout simplement qu'il n'a aucun respect. Et s'il n'a aucun respect, c'est qu'il n'a tout simplement pas de légitimité vis-à-vis de sa fonction. Et encore une fois, c'est ce que vous avez souligné par rapport à l'équilibre des forces. Un État ne peut fonctionner que s'il a des instances élues qui rendent compte aux citoyens. 30 secondes. 30 secondes. Il faut réhabiliter la politique aujourd'hui, qu'elle doit se conjuguer avec l'intérêt du peuple. C'est primordial, d'une part. D'autre part, effectivement, on a tendance à croire que la stabilité sécuritaire est l'événement majeur. Non, il ne faut pas se tromper. La stabilité politique est la mère de toutes les stabilités. Et c'est le mot de la fin. Merci Hassan Hersh, merci Badis Khnissa, merci Fath Bendali, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Salama.